sommes vraiment très heureux de vous accueillir à l'occasion de la Nuit du droit au sein du Palais de Justice de Châteauroux. C'est la deuxième édition dans ce format actuel, c'est-à-dire avec, dans un premier temps, une conférence et puis ensuite la reconstitution d'un procès. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais vous dire simplement, vous présenter déjà Monsieur Pierre-Anne Forcadé, qui est maître de conférence à l'Université d'Orléans et qui va intervenir sur le thème de l'histoire de la justice en perspective. Alors, je pense qu'il va balayer une période très importante, sans tout déflorer, de notre histoire judiciaire. Voilà. Et puis, comme l'indiquait l'affiche qui vous a été adressée, enfin que vous avez pu voir, dans un second temps, les étudiants du Centre d'enseignement supérieur de Châteauroux, que nous remercions d'avance, vont reconstituer une partie d'un procès d'assises, celui de Violette Nozière. Donc voilà comment va se dérouler cette soirée ici, dans l'enceinte du Palais de Justice. Si vous n'êtes pas tout à fait rassasié, vous ne le serez peut-être pas, vous pouvez continuer ensuite au cinéma l'Apollo ou le barreau de Bourges, que je remercie également, qui est de Châteauroux. Pardon. Nous dépendons de la cour d'appel de Bourges, alors il m'arrive de temps en temps de faire cette erreur-là, où le barreau de Châteauroux nous convie pour un ciné-débat autour du film Le Fil. Alors, je ne sais pas, il fallait peut-être s'inscrire là aussi. Non, voilà. Donc, si jamais vous avez envie de continuer, vous pouvez aller ensuite à l'Apollo. C'est à 20h, donc on essaiera d'avoir terminé avant 20h. Voilà, bonne soirée à vous. Merci. Merci. Je marche très fort ce micro. Est-ce que vous m'entendez? Merci Madame la Présidente. Alors, moi je vous entends. Oui. Merci infiniment de m'avoir invité à Armel Trépose et au Centre d'études supérieures de Châteauroux de me donner l'honneur de parler devant vous, de faire cette conférence dans la nuit du droit, et qui est une très bonne initiative. Je suis très heureux de, pour la première fois, entraîner un peu ces galons-là. L'histoire de la justice en perspective, voilà, quelques libres propos en réalité, vraiment, et comme le disait Madame la Présidente, sur des périodes très longues, les étudiants, certains sont présents, ne sont pas étonnés. C'est une démarche, en quelques mots, que j'affectionne particulièrement. Je reviens plus loin, mais l'occasion est aussi un peu gêné, mais il faut le faire parce que sinon personne ne le fait pour nous, de faire un peu de promotion à l'occasion de la sortie d'un livre qui est paru chez les PLUF en avril dernier, et je ne veux pas tirer la lumière sur moi, c'est un livre collectif avec trois collègues, et donc voilà, sans uniquement faire cette promotion, parce que certains l'ont déjà entendu, et puis parce que j'étais d'humeur à parler aussi de choses plus récentes, justement, je vais balayer environ 800 ans d'histoire judiciaire. Si j'ai le temps, j'espère trouver le temps, mais je voudrais surtout pas empiéter sur le temps qui doit être celui du procès reconstitué par nos étudiants et étudiantes que vous attendez, je pense, comme moi. Donc voilà, à la fois mon livre, à la fois un petit peu d'actualité, hein, on voit, évidemment sans donner d'opinion personnelle, hein, quand on voit arriver les universitaires, parfois on pense qu'ils sont très à gauche, quand on voit arriver les historiens du droit comme moi, on pense parfois qu'ils sont très à droite, donc il ne s'agit pas pour moi de ni l'un ni l'autre, ni au milieu peut-être non plus, m'exprimer en titre d'opinion personnelle, mais surtout parler de justice, hein, plus spécifiquement dans cette nuit du droit, hein, on le voit avec le procès de Mazan en ce moment j'allais dire un simple procès, il n'est vraiment pas si simple, mais peut avoir une dimension éminemment politique, et je pense que c'est pas un exemple unique de l'histoire récente, et même de l'histoire très ancienne, hein, que la justice, qu'un grand procès comme ça puisse avoir un rôle important.
La politique, donc, au sens noble, hein, c'est-à-dire voilà, ce qui concerne la cité, hein, ce qui concerne le Volksgeist, ce qui concerne la mentalité. Hein, je pense que ce procès montre à la fois qu'en amont, la société peut être mise en cause par ce qu'elle a mené à ça, et que ce procès en aval peut-être a déjà des conséquences politiques, voire peut-être législatives. J'en dis pas plus puisque des étudiants m'ont demandé de peut-être faire un événement d'ici la fin de l'année et de peut-être faire une conférence pour parler. Je permets de faire de la promotion à l'avenir aussi pour ça, mais c'est un sujet et en effet qui me semble très intéressant. Donc une approche qu'on dit un peu de manière un peu diachronique. La justice en perspective, c'est ce que je voulais mettre en lumière, hein, une approche diachronique, c'est-à-dire tout simplement sur deux chronos, périodes de temps, une espèce de droit comparé, hein, les juristes seront familiers du terme, mais qui me semble intéressant en tant qu'historien du droit, encore une fois, de faire, non pas géographiquement, comme le droit comparé classiquement, mais historiquement. Hein, c'est encore une fois quelque chose qui s'est toujours fait, hein, et pour ce que je connais bien, donc, je n'ai même pas dit le titre de mon livre, c'est La justice de Saint-Louis dans l'ombre des chaînes. Nous sommes spécialistes et nous avons parlé notamment de l'avènement du Parlement de Paris et de la procédure, et de ce qu'on appelle peut-être un état de droit, on va retoucher un mot, au XIIIe siècle, dès le XIVe siècle, dès le petit-fils de Louis IX Saint-Louis, Philippe le Bel, à son époque, on regrette les coutumes du bon seigneur Saint-Louis, donc il faut peu de temps parfois pour avoir une nostalgie et pour faire des comparaisons comme ça sur le bon vieux temps. Je vais peut-être, je continue la promotion, pardon, mais organiser une conférence l'année prochaine sur ce qu'on appelle le médiévalisme, sur comme ça la récupération d'un motif médiéval à des périodes postérieures. C'est assez à la mode parce qu'il est à la mode d'utiliser le Moyen-Âge dans les séries télévisées, etc. Mais en droit, ce n'est pas, je pense, pas encore saisi. Et pourtant, la loi Salic, par exemple, est un exemple de médiévalisme. C'est la fin du Moyen-Âge qui récupère, vous le savez, la loi de Clovis, et en fait toute autre chose que ce qu'elle était à l'origine. Donc, cette instrumentalisation comme ça de l'histoire, parfois politique, en l'occurrence politique, c'est toujours faite et toujours très intéressante. Je voyais encore récemment, enfin j'entendais plutôt, que je l'ai lu d'ailleurs son livre, mais François Hollande qui explique dans un livre récent que la gauche, historiquement, n'est toujours arrivée au pouvoir que unie, évidemment, mais unie derrière un parti réformiste. Il donne différents exemples historiques, et donc il utilise l'histoire pour justifier le fait qu'il faut aujourd'hui écarter et que aujourd'hui le PS, comme une réunion politique ce week-end, essayait de le faire, et la social-démocratie plus largement doit prendre le leadership, et à défaut de la France insoumise. Donc en disant ça, je ne défends pas la France insoumise, mais ce qui est étonnant, c'est donc cette idée de ce qui a été fait ne peut que se reproduire. Pour parler en termes un petit peu, et décidément je fais de l'allemand encore, on impute le sollen, le devoir être, s'impute du sein, parler en termes de philosophie juridique, de philosophie du droit positiviste, c'est-à-dire que ce qui a été fait doit être fait. C'est étonnamment, je ne suis pas sûr que François Hollande en soit conscient, c'est une mentalité relativement conservatrice en réalité. Mais en tout cas, c'est éternel cette approche, cette utilisation de l'histoire, et d'autant que donc l'histoire, l'histoire de la justice en perspective, j'essaie d'expliquer mon titre, n'est pas finie, évidemment, n'en déplaise au fameux politiste Francis Fukuyama qui expliquait ça à la chute du mur de Berlin. Elle tape plus que jamais à notre porte, ce qui me donne envie, encore une fois, de ne pas vous parler seulement de droit médiéval, mais aussi d'actualité. C'est donc avec Pierre Rosanvallon que j'entendais encore à la radio
tout à l'heure, un grand historien de la démocratie, cette idée qu'il faut se méfier, à mon avis, donc, de ces trajectoires linéaires, de cette évidence de l'histoire qui doit se répéter ou de l'histoire qui doit faire des ruptures. Pierre Rosanvallon disait le passé est le laboratoire en activité de notre présent. Je trouve ça une très belle formule. Ce qu'un romancier comme Faulkner exprime en anglais d'une autre manière, que le past is never dead, it's not even past. Le passé ne disparaît jamais et il conditionne, c'est un cliché en réalité, mais qui, comme tout cliché, a une force, il conditionne tout à fait notre présent. Donc l'histoire, n'en déplaise à Francis Fukuyama avec un grand H, frappe à notre porte plus que jamais ces derniers temps, hein, avec les pandémies, les guerres, qu'on pensait d'un autre temps, avec l'instabilité politique française aussi, gouvernementale, parlementaire, qu'on croyait aussi, que moi j'avais pas connu, je suis plus si jeune, qu'on croyait aussi historiquement un peu daté, et l'histoire avec un petit h, j'espère, celle que le chercheur doit faire justement avec recul pour ne pas tomber dans ces idées d'évolutionnisme, cette idée d'inélectabilité, d'instrumentalisation de l'histoire, des évidences, des linéarités. Cette histoire, j'espère, se porte bien. Je ne sais pas si le nouveau ministère va garder, d'ailleurs les collègues de la justice doivent se poser la même question, les lois de programmation de la justice, les lois de programmation de l'enseignement supérieur vont-elles être victimes du prochain budget? Je ne sais pas, mais on arrive en tout cas, comme la justice arrive à faire son travail malgré des moyens parfois insuffisants, on arrive de la même manière dans le supérieur. Bien, avec donc ces propos-là m'invitent à justement se poser la question de l'histoire de la justice et aussi avec la constatation, quelques exemples que je pourrais vous trouver, au risque là aussi de faire des propos sur une actualité qui sont souvent la culture, me semble-t-il, de nos hommes politiques, qui, en matière d'historique, en matière juridique aussi, bien souvent. Et nos hommes politiques qui sont juristes sont pas souvent les moins coupables. Donc, quand on parle du sacre de Clovis, alors que Clovis a été baptisé, quand on parle des rois fainéants, pour se démarquer d'un prédécesseur sans avoir conscience de la réalité de l'histoire, ce n'est pas très grave. Mais quand on a des propos, quand on a une responsabilité, quand on inspire des politiques, c'est plus ennuyeux. Je prendrai un exemple, un peu d'actualité. La sécurité comme premier des droits de l'homme, c'est quelque chose, c'est une formule qu'on entendait régulièrement. La sécurité, le premier des droits de l'homme. C'est une formule qu'on entendait plutôt à droite, mais qui avait tout à fait été reprise d'ailleurs par le gouvernement sous Hollande, par Manuel Valls. C'est à mon sens, en tant que, et je fais ça avec les étudiants de L3, vous allez voir en cours d'histoire des institutions et de la Révolution notamment, c'est un terrible contresens. Dans nos droits de l'homme, il est question de la sûreté. La sûreté fait partie de nos droits de l'homme. Et la sûreté, c'est la garantie contre les abus de l'État, de sa police ou même de sa justice. C'est plutôt une sorte d'habeas corpus qui serait inspiré par cette idée. Et donc c'est un contresens qui me semble assez coupable. Notre nouveau Premier ministre exhorte à l'ordre, et si cela se fait, c'est là aussi tout à fait un cliché, mais au détriment des libertés, et on peut en trouver des exemples, là, des algorithmes qui ont été utilisés par exception pour les caméras de surveillance pendant les Jeux Olympiques, et qui, on envisage, c'était une évidence, je pense que personne n'était dupe que l'exception de la période des Jeux Olympiques soit prorogée. C'est le fameux mot, que si on est prêt à abandonner les libertés pour la sécurité,
vérité, on ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais voilà, c'est là aussi un peu un cliché, mais surtout pour revenir un petit peu à ce que j'ai pu travailler, et puis à un biais que je dénonce à chaque fois qu'on me donne le micro, donc au risque de me répéter, mais c'est pas souvent le cas dans un tribunal. C'est ce primat qu'on donne, et pour parler plus spécifiquement de justice, au pénal, au criminel, au droit pénal. On a, donc je m'estime historien de la justice, il y a des très bons ouvrages d'histoire de la justice qui ne parlent que de justice criminelle, que de justice pénale. Donc c'est des très bons livres, mais qui ne devraient pas s'appeler Histoire de la justice, qui devraient s'appeler Histoire de la justice criminelle. Je trouve qu'il y a un biais, qui est très ancien, qui a tout un tas d'explications, hein, qui vient des faits divers, qui vient des polars du 19e siècle, de la télévision, qui vient des mentalités, là encore, hein, mais qui surestime la place dans la justice en général de la justice pénale. Je ne dis pas ça contre nos jeunes étudiants et étudiantes qui reconstituent un procès criminel, justement. Si, alors entendons-nous, hein, le pénal et la prison sont absolument nécessaires, on veut tous vivre en paix, hein, la sécurité, je ne dis pas que ce n'est pas important, ce n'est pas un droit de l'homme, c'est plus que ça en réalité, hein, le fait que nous, collectivement, voulons vivre dans un endroit où on ne risque pas la mort à chaque coin de rue. C'est la condition même, à mon avis, d'un État, et d'ailleurs, les prisons, au passage, ont été inventées au XIIIe siècle. Les prisons répressives ont été inventées sous l'inspiration de l'Église, avec l'idée de se racheter aussi, ont été inventées au XIIIe siècle. J'entendais là aussi, pardon, une digression, mais de l'actualité, qu'il y a près de 80 000 détenus depuis quelques jours dans nos prisons françaises. Je me souviens quand j'étais étudiant, c'était pas il y a si longtemps, on avait atteint un record historique de 60 000 et on disait que les prisons craquaient, et qu'à l'époque d'ailleurs le taux d'occupation était de 130%, et on est à 20 000 détenus de plus, et on est toujours à 130% de taux d'occupation, ce qui s'explique par le fait qu'on a construit des places de prison qui étaient bien nécessaires, mais les professionnels vous diront que quand on construit des places, sont remplies plus vite ou moins que possible. Bon, voilà donc ce que j'essaye de défendre en quelque sorte bien modestement, c'est qu'il faut peut-être avant de punir, là aussi c'est un peu un cliché, hein, il faut aussi éduquer. Hein. Victor Hugo disait évidemment que si vous voulez vider une prison, construisez une école. Il faut avoir des conditions de vie, il faut avoir une justice sociale. On parle de ce terme, la justice, on en fait avant tout une dimension éthique et sociale et même économique. Mais il faut une justice civile, et là aussi je parle sous le contrôle des professionnels de la justice qui sont dans la salle. Hein. Si la justice civile, la justice de voisinage, la justice de prud'homme, la justice conjugale fonctionne correctement, on s'évite beaucoup de travail pour la justice pénale, me semble-t-il, in fine, hein, pour éviter les violences, tout simplement, en amont, plutôt que uniquement les réprimer en aval. Et donc voilà, c'est statistique, c'est purement statistique. Hein, c'est à la cour de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la jurisprudence représente 10-15%, je crois, de tous les arrêts. Les tribunaux correctionnels, certes, rendent des dizaines de milliers de décisions, mais moins que les tribunaux civils. Et c'était déjà le cas sous Saint-Louis. C'est ça une des choses que je suis contente d'avoir pu montrer en étudiant les actes, en étudiant de vieux procès en latin. Contrairement à ce qu'on peut penser, je vraiment le plaide, et j'en suis assez convaincu, à toute époque, la justice évidemment est répressive, mais n'est pas que là pour ça.
Et ce n'est pas la seule mission des magistrats que de punir les violences. Et ce biais, je pense encore une fois, est quand même important parce que la justice a besoin de moyens et les moyens qu'elle a obtenus récemment vont peut-être plus au pénal qu'au civil. Les étudiants, là aussi je m'adresse à vous, sont parfois plus intéressés par le domaine des diplômes en pénal et c'est parfois au détriment du civil qui peut avoir une grande importance. Oui, le temps file déjà assez vite. Autre exemple que je trouve intéressant, et là aussi d'actualité, mais qui me permet de faire des excursus historiques, c'est sur l'autorité de la justice en général. Je ne trouve pas que ça avait été assez relevé, que ça avait assez fait débat. Cette fois-ci, c'est dans la majorité que je prends exemple dans les paroles d'hommes politiques. Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, repris à peu près dans les mêmes termes par notre président Emmanuel Macron. La justice est une autorité, elle ne doit pas devenir un pouvoir. Je crois que c'était en marge de l'affaire Benalla, notamment, ou d'une affaire qui mettait en cause les hommes politiques. Cette formule, la justice est une autorité, elle ne doit pas devenir un pouvoir, est profondément juste et à mon avis profondément à la fois fausse et même assez effrayante. Profondément juste parce que la Constitution de 1958 prévoit en effet l'autorité judiciaire. Je ne suis pas assez spécialiste de cette époque pour savoir exactement dans quel contexte le général de Gaulle et les rédacteurs de la Constitution ont prévu ça. Donc, de ce point de vue-là, il est vrai que la justice en France est une autorité, mais d'un point de vue historique, c'est une erreur de mettre, comme ils ont l'air de le faire en disant ça, l'autorité en position d'infériorité par rapport au pouvoir. À Rome, l'autoritas, l'autorité, c'est ce qu'a fait l'Auguste, l'empereur, qu'il a récupéré du Sénat, c'est l'autorité morale, c'est la supériorité en réalité sur les pouvoirs que pouvaient avoir, partagés d'ailleurs, c'était le principe à Rome, les différents magistrats. L'autorité, normalement, c'est au-dessus du pouvoir, et c'est vraiment quelque chose qui a été gardé, qui a été interprété dans les universités. L'université est encore quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui a presque, tel qu'on la connaît, pour l'université d'Orléans en tout cas, au XIIIe siècle, au même siècle que celui que je connais bien. On a beaucoup réfléchi à ce moment-là et en effet accordé à l'autorité sa place, son autorité morale qui doit être la sienne. Donc considéré comme semblent faire ces hommes politiques qui, disons les choses, mettent en cause la justice, véritablement, c'est tout à fait troublant. La justice qui a un rôle officiellement, je pense quand même, personne ne peut le nier potentiellement contre-pouvoir, mais c'est déjà réducteur, à mon avis, c'est déjà un rôle plus important qu'elle devrait avoir. Mais considérer que le pouvoir, au sens politicien du terme, ne devrait rien avoir à craindre de la justice, c'est quand même dans la bouche du président de la République, qui je crois, selon la même Constitution, est garant de la justice, quelque chose quand même de tout à fait troublant. Ça rappelle le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, d'ailleurs, qui disait « la justice, ne rien en craindre ». C'est tout à fait étonnant. Si un État, si les responsables politiques ne se soumettaient pas à la justice, ce serait la défaite d'un État de droit, de l'État tout court, me semble-t-il. Et justement, c'est ce que, là aussi, je crois avoir, avec mes collègues, un peu mis en avant. Nous avons pu montrer que Saint-Louis, dans ses enquêtes, Saint-Louis, dans ses dires, dans ses actes, et notamment avant de partir en croisade, je rentre un peu dans le détail, en 1247, Saint-Louis fait une vaste campagne d'enquête dans toute la France pour demander tout simplement, et assez
assez benoîtement aux gens s'ils ont à se plaindre de ses agents, de son administration, de ses baillis, de ses sergents, qui se sont fortement développés depuis quelques décennies à son époque, donc de ce qu'on dirait sans être anachronique, je pense qu'on peut parler d'une administration qui est en train de se développer. Saint-Louis tend le bateau pour se faire battre, c'est un rare exemple comme ça de quelqu'un. Il a dû être désagréablement surpris du succès pour ses enquêtes qui mènent de Arras à Béziers, de la Normandie à la Bourgogne. Il y a plus de 10 000 actes qui nous sont conservés, où les gens se plaignent véritablement. Et ce mécanisme, voilà, un peu à l'encontre de ce que je vous dis, de mise en cause de la responsabilité du pouvoir et donc des enquêtes. Alors le problème, c'est que ces actes sont imparfaits, on ne sait pas s'il y a toujours une réparation, si les coupables d'abus ont tous été sanctionnés. Mais bon, en tout cas, ça a eu un assez grand succès. C'est on les a appelés des doléances parfois, mais c'est des véritables enquêtes judiciaires qui ont été menées. C'est vraiment, et ce que Saint-Louis explique par ailleurs, c'est essayer de pas seulement permettre, mais encourager les gens à se plaindre des abus du pouvoir. C'est ce que moi et d'autres collègues plus éminents ont appelé une naissance d'un état de droit, en ce sens strict, il y a plein de définitions, l'état de droit, mais en ce sens strict que justement, on ne peut pas parler d'égalité évidemment dans ces périodes-là, il n'y a pas d'égalité de droit dans une société de privilèges, mais néanmoins la justice met sur le même plan tout le monde, y compris le roi et les gens du roi, contre qui on peut faire des procès, et qui doivent répondre de leurs actes, de leurs abus, et c'est dans une organisation et dans une procédure qui se met en place quelque chose qui est résolument, me semble-t-il, moderne, qui est résolument une invention d'une sophistication de la justice, raison pour laquelle on a appelé notre livre « Dans l'ombre du chêne », parce qu'on a évidemment tous ce cliché de Saint-Louis rendant la justice sous un chêne, c'est tout à fait de l'ordre du symbolique, mais en réalité, ce qu'on explique dès l'introduction, c'est que dans le récit où Saint-Louis rend la justice sous son chêne, ce n'est pas du tout une justice bucolique qui serait comme ça arbitraire. En réalité, il explique, et il le dit expressément, les gens qui venaient voir, il les renvoie à deux magistrats qui sont bien connus, et puis l'affaire va être jugée de manière tout à fait rigoureuse, tout à fait professionnelle. Puisqu'on est à Châteauroux, alors je ne crois pas qu'on en parle dans le livre, mais toute petite illustration, on est en 1267, donc il y a plus de 750 ans, et ce sont des marchands de Châteauroux qui, visiblement, alors c'est toujours le problème de ces actes en latin par ailleurs, où on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais les marchands de Châteauroux apparemment ont eu tout un tas de dommages, on ne sait pas, on n'en sait guère plus, à cause des hommes du seigneur de Châteauroux, sur les terres du seigneur de Châteauroux, mais tout un tas de dommages à cause du vicomte de Limoges. Et donc on a les marchands de Châteauroux qui vont à Paris faire un procès contre la vicomtesse de Limoges et qui, je passe assez vite, mais qui in fine vont obtenir satisfaction et avoir une véritable réparation avec ce qu'on appelle aujourd'hui dommages et intérêts, avec comparution de témoins, avec la vicomtesse qui fait une exception d'incompétence, qui explique que les marchands avaient donné quittance, mais on entend tous les témoins. Voilà, c'est une justice qui est une justice très proche de celle qu'on connaît, et qui a 750 ans. Et qui, ça peut surprendre quand on a des représentations assez vagues de la justice à cette époque-là. Et donc, ce qui était une exception au moment de Saint-Louis devient pérenne. Saint-Louis fait une loi ensuite qui est bien connue de moralisation, en quelque sorte, de son administration, avec là aussi des mesures qui sont tout à fait modernes, contre la corruption passive ou active, contre la concussion, contre les abus de biens sociaux que pourrait avoir. On peut vraiment faire des traductions et trouver les correspondances avec nos codes actuels dans cette loi de 1854. Et donc,
c'est ce que, là aussi, un des acquis, plus personnellement que 3 autres collègues encore, qui est la conclusion, et que j'avais déjà mis en avant dans ma thèse précédemment, et une des choses les plus, dont je suis le plus fier d'avoir fait dans mes recherches, on passe des heures et des heures à dépouiller des actes, c'est l'origine de la souveraineté, me semble-t-il, qu'on peut trouver là, ne serait-ce que d'un point de vue étymologique. Je vous dis c'est du latin, mais on commence à trouver des actes en français. Et dans les actes en français, on voit apparaître le mot souverain, sans U, sans E, souverain, souverain. Et le mot souverain qu'on voit, peut-être les étudiants en droit qui ont été étudiants en droit, qui sont dans cette salle, se rappellent la fameuse formule de Beaumanoir. Beaumanoir explique qu'à un moment, tous les barons sont souverains à leur baronnie, et le roi est souverain par-dessus tous. Et quand on a lu Jean Bodin, vous savez, un des premiers théoriciens de la souveraineté, mais au XVIe siècle, on se dit, il raconte n'importe quoi, Beaumanoir. Et au contraire, si, c'est très précis. Beaumanoir est toujours très précis. Il explique que le baron est souverain, c'est-à-dire qu'il rend la justice dans sa baronnie, mais que le roi est souverain par-dessus. Et que donc la souveraineté s'impose, et notamment par l'appel, encore une invention du XIIIe siècle, véritablement le second degré de juridiction, qui est désormais dans nos droits de l'homme. Ces mécanismes qui, il y a la grâce par ailleurs, mais ces mécanismes qui permettent d'avoir une justice hiérarchisée. Encore quelque chose de très important, la hiérarchie de la justice. Et qui se mettent en place. Donc une souveraineté, une autorité. Bon, par la suite, assez vite, la souveraineté va être peut-être, avec Bodin, la souveraineté plutôt de la loi, et le sens va sans doute changer assez vite. Mais que la souveraineté soit née à une époque où la justice est de toute façon les premières, ce qu'on appelle aujourd'hui les prérogatives de puissance publique, je pense que c'est, je ne sais pas qu'on l'ait avoir dit, mais que c'est tout à fait intéressant à noter. Et donc autorité, et puis confiance, confiance, quand le roi donc appelle les gens, ça va donner un réflexe en réalité qui, au fil des siècles, va devenir d'ailleurs la chicane. Vous savez, dans une pièce de Racine, on a un personnage, on va avoir des milliers, je crois qu'il y a 5 millions de procès d'ici la Révolution qui sont conservés dans nos archives. Ça veut dire qu'il y en a eu sans doute peut-être 10 fois plus en réalité. L'historien Rangel a parlé de consommation de justice. On a une confiance à cette époque-là qui se crée en la justice, c'est un sociologue qui parle peut-être de civilisation des mœurs avec l'esprit de cour, mais je pense que c'est les cours judiciaires qui ont donné cette civilisation des mœurs. Le réflexe apparaît à ce moment-là, en tout cas en France, c'est commun à d'autres pays, en première intention, comme nos marchands de Châteauroux, ne pas aller essayer de casser la figure aux hommes du vicomte de Limoges, mais de saisir la justice. Cette confiance en la justice et cette légitimité et cette autorité, j'entendais à la radio ce matin même, les étudiants qui sont là vont en entendre reparler dans mes cours, parce que Pierre Rosanvallon, justement, vient de sortir un livre qu'il a appelé d'un joli titre « Les institutions invisibles ». Et selon lui, ce sont les 3 institutions invisibles. Et puis selon lui, et comme moi depuis tout à l'heure de manière un peu politique, il estime, font beaucoup défaut aujourd'hui, autorité, confiance et légitimité. Et Pierre Rosanvallon explique que au sommet de tout ça, c'est la justice qui doit être chérie, être protégée. Il précise par ailleurs dans son impartialité, puis aussi dans sa proximité. Et ça, c'est encore une fois, je suis heureux de pouvoir le dire, dans les tribunaux de proximité, de même que nous avons un CES de proximité, une antenne délocalisée de plus grandes villes, et cette défense de la justice, depuis presque 8 siècles et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je paraphraserai, je n'ai pas regardé dans mes notes, mais Jean-Marc Sauvé, qui récemment l'a dit également devant des étudiants, et notre mission à tous de protéger et de garantir notre état de droit. J'ai un peu raccourci, mais je voulais vous parler des menaces et des critiques qui se font contre le soi-disant gouvernement des juges, contre aussi, je vais parler des prisons, contre le soi-disant laxisme de la justice. Les critiques contre la justice elle-même, parfois, qu'on entend, et contre l'état de droit lui-même. Je vais citer
cité tout à l'heure, mais de notre tout nouveau ministre de l'Intérieur, qui a tout à fait raison de dire que la justice, que la règle de droit n'est pas infaillible. Il a tout à fait raison de dire que l'état de droit n'est pas sacré. Je ne suis pas forcément d'accord avec Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui lui rétorque si l'état de droit est sacré. Sacré, ce serait du ressort du religieux. Non, c'est les hommes qui font le droit. Et les hommes peuvent défaire le droit. Mais à la fois, je vois tout à fait ce que Yael Braun-Pivet veut dire. L'état de droit, ce n'est pas seulement quelques mesures qu'on peut mettre ou enlever de nos constitutions, comme on l'a fait récemment pour la protection de l'avortement dans notre constitution. C'est plus que ça. L'état de droit, c'est notamment l'impartialité, l'indépendance de la justice, la hiérarchie, le respect des justices, puisque c'est souvent ce qui pose problème, et dans les paroles de M. Retailleau, c'est la volonté de s'émanciper parfois des justices internationales ou européennes. Changer, faire évoluer l'état de droit, faire évoluer les règles européennes, c'est tout à fait légitime. Je ne fais pas de politique, encore une fois, en ce sens-là, en fonction de ce qu'on souhaite en matière de sécurité, d'immigration. Mais mettre en cause en tant que telle la règle de droit, on parle d'impossibilisme juridique, mettre en cause en tant que tel l'état de droit, la différence peut être ténue, ça c'est beaucoup plus inquiétant, me semble-t-il. Et encore une fois, les tribunaux comme les universités doivent être, à mon avis, en citoyenne aussi, en tant que citoyens, vigilants sur ces questions. J'essaie de ne pas abuser du temps, je vous laisse quelques minutes brèves de questions avant de faire une pause et de laisser la parole aux étudiants. Je vous remercie infiniment de votre attention. S'il y a quelques questions, quelques remarques. Je mets en train, pas très chargé, mais mon livre est un peu lourd. Et je signale là aussi que si je peux ne pas partir avec et qu'une bonne âme est prête à m'en décharger pour la modique somme de 25 € prix d'auteur, je serai infiniment reconnaissant. Je serais capable de quelqu'un lever la main. La justice constitutionnelle, une justice comme les autres. Vaste question là aussi. C'est une préoccupation finalement mais relativement récente en France, mais qui est très intéressante. Je disais des choses récentes sur comment aux États-Unis la justice, prévoyant un peu une immunité pour le président, comment de la Cour suprême, comment je ne vais pas lui en détail l'article, mais que parfois la justice constitutionnelle peut elle-même mettre en danger l'état de droit. En France, je ne vous apprends pas que notre Conseil constitutionnel est critiqué et que depuis 3 ou 4 mandats présidentiels, on promet qu'on va réformer la composition du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas satisfaisant, en particulier quand les anciens présidents ont le droit d'y siéger. Mais sinon, j'aurais tendance à te répondre que la justice, et puis voilà, je citais le positivisme et Hans Kelsen, je pense que la justice constitutionnelle n'est pas une justice comme les autres, mais elle est tout aussi importante, voire plus, ne serait-ce que depuis notre QPC, depuis notre question prioritaire de constitutionnalité, on y vient depuis 2010, qui permet, on y revient, que, voilà, ma thèse c'était sur le recours à la justice. Je pense que les gens doivent pouvoir se saisir, doivent pouvoir mettre en question, y compris la loi, et que donc c'est à mon sens un grand progrès et qu'il faut là aussi chérir. Ouais. Et pas politiser encore une fois. Comparé avec la justice de la Cour suprême américaine, qui je pense, sans critiquer nos amis américains, est éminemment politisée.